vers ce canal. C'est un canal à ciel ouvert qui continue jusqu'au pont de Takhikaou. Le pont se remplit et se déverse au niveau des riverains. Le surplus continue vers Pognan. Il n'y a aucun ouvrage. Parce que c'est un projet lourd que l'État doit faire. Mais on a un dragage. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, très en verve, promet des solutions urgentes face aux doléances des populations de Thiès. Dans la ville, nous avons déjà noté 6 points. Nous avons fait le tour donc, des 4 points. Des solutions seront trouvées très rapidement parce qu'a priori, tel que j'ai vu, techniquement, ce n'est pas difficile. Donc on va essayer de voir ce qui peut être mis dans le cadre du plan Orsec, on le met. Ce qui ne peut pas être mis, très certainement, on le mettra dans le programme décennal de gestion des inondations. Compte tenu des dégâts, ils auront quand même une bonne partie de l'enveloppe, ça je peux le rassurer. Le ministre de l'Intérieur a été bien accueilli à Thiès et une forte pluie l'a accompagné jusqu'à la sortie de Thiès. Merci Cheikh Anta Diop. Tous les sinistrés doivent être recasés et les zones inondées désinfectées. Le docteur Joseph Mandi, ancien vice-président de l'Ordre des médecins du Sénégal, souligne l'urgence d'une telle opération. Une résurgence du paludisme et des maladies diarrhéiques et la présence du coronavirus pourrait être fatale. Le docteur Joseph Mandi était l'invité de la matinale de la TFM. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Quand il pleut, il y a une recrudescence des maladies diarrhéiques et des maladies infectieuses en général. Et la cohabitation avec l'eau est un terrain propice pour le développement des maladies. Et donc, il faut s'attendre à ce que les patients, à ce que les populations soient beaucoup plus malades parce que vivre avec l'eau qui est infectée, c'est également vivre avec les microbes. Il s'y ajoute qu'il y a la pandémie du Covid-19 qui peut être un facteur aggravant. Parce que si vous avez le Covid-19 et vous avez en même temps le palu, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une comorbidité. Donc, c'est une possibilité d'avoir des cas graves, aussi bien du Covid-19 que des cas graves du paludisme. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est d'abord extraire les populations qui vivent dans ces zones, les recaser ailleurs, désinfecter les domiciles et donner des produits antiseptiques aux populations. Et voilà qui risque de compliquer l'effectivité du plan Orsec. L'association des acteurs de l'assainissement refuse de faire fonctionner les camions pour le pompage des eaux de pluie. Et les membres veulent être saisis directement par les autorités compétentes et non servir d'intermédiaire. Sidi Bathily, leur porte-parole que nous écoutons avec Habib Faye et Modou Diop. Nous sommes exploités à tout moment. Donc on dit maintenant non à cette exploitation. Il y a tout le temps des lobbies qui sont autour des ministères qui ne savent même pas comment allumer une pompe. Donc c'est désolant. Il y avait un moment où on travaille directement avec le ministre de l'Intérieur, mais cette fois-ci ce n'est plus le cas. Ça fait des années, il y a des lobbies qui sont autour des ministères qui ramènent les marchés pour nous sous-traiter. Et maintenant, il faut que nous alertons le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour qu'il sache qu'il y a des sous-traitants pour cela qu'on arrête définitivement. Il n'y a aucun de nos camions qui sera sur le marché, si ce n'est pas des marchés directs maintenant. Parlons assainissement toujours. Le collecteur Anfan, long de 8 km, traverse plusieurs communes de la capitale. L'infrastructure qui draine les eaux usées montre des signes de vieillesse depuis un moment déjà. Elle s'affaisse d'ailleurs à certains endroits. Il faut alors choisir entre deux options, une déviation du collecteur et la destruction des maisons. Mais des ménages refusent la seconde option. Le reportage de Fatou Bintou Conté et Amadouba. Plus de 75 ans, c'est l'âge du collecteur Anfan qui draine les eaux usées de Anne à Fan sur 8 km. Trop vieux, ce collecteur commence à s'affaisser au moment où plus de 106 maisons et édifices ont été réalisés sur son emprise. Ce collecteur date du temps colonial. Donc, vers les années 2010, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes tout au long de son itinéraire. Actuellement, la peur et la psychose sont les sentiments les mieux partagés chez ses habitants. Actuellement, nous sommes très inquiets. Toute la population des HLM sont sous la psychose de ce canal, que l'on soit impacté ou non.
Pour des solutions structurelles, deux approches se dégagent. Détruire les maisons construites sur l'emprise du collecteur ou contourner le tracé. Le premier choix, c'était donc déloger les impactés et les indemniser. Le deuxième choix, c'était faire un contournement du canal. Il n'en est pas question de quitter leurs habitations. Les indemnisations proposées n'en valent pas la peine, selon le délégué de quartier des HLM 4. Le problème est qu'on va aller où? Combien l'État va nous indemniser? Car tu ne peux pas construire et mettre des millions sur ta maison et te retrouver avec des miettes en termes d'indemnisation. On préfère vraiment rester dans nos maisons et que l'État trouve une autre solution. Ont-ils le choix face à cette situation? Estime la secrétaire municipale. Les populations n'ont pas de choix. Soit on les indemnise ou bien on contourne le canal. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, l'État va convoquer et va échanger avec les populations. Également dans l'actualité, l'éducation, le baccalauréat 2020 et les résultats obtenus jusque-là qui laissent entrevoir un taux de réussite de 23 à 24% pour le premier tour et le taux final pourrait être bien supérieur à ceux des années précédentes. C'est la conclusion de certains présidents de jury. Le reportage d'Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Des résultats provisoires, mais qui donnent déjà satisfaction dans ce jury. J'ai eu 605 candidats pour une série L2 avec environ 37-38 absents. Le premier tour, on a eu 130 d'office qui sont admis d'office et 190 qui doivent participer aux épreuves du second groupe. On a eu 2 mentions bien et disons 24 à 25 mentions assez bien. Un taux de réussite entre 23 et 24% au premier tour du baccalauréat général et technique. Les notes livrées par ce secrétaire de jury donnent une idée sur les résultats des candidats du baccalauréat 2020. Il y a vraiment des candidats qui émergent du lot, d'excellents. On a vu vraiment des notes de 17, 18, 15 dans certaines disciplines. Vraiment, ça c'est aussi un motif de satisfaction. Nous pouvons vous affirmer, nous qui sommes au niveau du secrétariat, on ne peut pas tricher au niveau du baccalauréat, c'est pas possible. Tout est bien planifié et bien organisé. Des résultats pour un baccalauréat qui s'est tenu dans un contexte de crise sanitaire. Et on s'est rendu compte que les résultats par rapport à l'année dernière et aux années suivantes sont légèrement améliorés. Bon, ma lecture, c'est que les candidats peut-être ont été beaucoup plus concentrés parce qu'on les a isolés plus ou moins, les classes d'examen, je veux dire. Ils ont finalisé les cours eux seuls, donc les profs étaient beaucoup plus proches. Souvent, on a éclaté également les classes, donc pour moi, il y a un suivi qui s'est légèrement amélioré avec le Covid. C'est également par rapport au programme. D'après ce que je connais, dans certaines matières, le programme a été diminué pour permettre aux candidats de terminer et de participer aux examens. Donc pour moi, ces deux éléments pour expliquer cette légère hausse qu'on a eue au niveau des résultats. Et je pense que partout dans le Sénégal, on a constaté une légère hausse au niveau des résultats. On peut dire qu'il y a eu aussi un temps soit peu de satisfaction pour le moment. Souhaitons de tout cœur pour qu'aussi le second tour, que les élèves puissent s'en sortir au maximum. Si les tendances du premier tour se confirment au second tour, le taux de réussite au baccalauréat général 2020 serait beaucoup plus important que les années passées, de l'avis de plusieurs présidents de jury. Aminata Mbaresso, sachez que les examens du brevet de fin d'études moyennes prévus le 14 septembre seront boycottés par le SAEMS plutôt de Fatick. Les membres du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire protestent toujours contre la suspension du salaire d'un des leurs. Katim Touré, secrétaire général du SAEMS de Fatick, est interrogé par Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Cas du camarade Cheikh Thiam qui a été victime de suspension de salaire depuis février 2020 pour la simple raison. Il a gagné un poste au mouvement national en 2018. Il est affecté à l'île de Mar. L'inspecteur d'académie de Fatick veut le redéployer et l'affecter au CM de Ndorong Serer. Ce que nous avons jugé anormal parce que le mouvement national est un principe qu'il faudra respecter. Je dirais que la section syndicale d'académie de Fatick décrète un mot d'ordre de grève. C'est-à-dire ce mot d'ordre de grève c'est quoi? C'est la suspension c'est ce qu'on appelle le boycott du BFM. Donc le BFM sera boycotté sur
l'ensemble de la région de Fatick, parce que le BFM est une affaire régionale. Nous avons jugé que si le salaire de Cheikh Thiam, d'ailleurs jusqu'au moment où je vous parle, 7 mois de suspension de salaire, c'est trop. Et ce que nous ne pouvons pas comprendre, le ministre de l'Éducation nationale à son tour, bientôt plusieurs mois, aucune réaction pour que ce salaire soit rétabli. Nous lançons un appel à tous les enseignants de la région de Fatick de se mobiliser le 14 septembre 2020, de suspendre tout l'examen au niveau de l'académie. C'est un boycott que nous menons et que nous avons fait déjà la campagne de sensibilisation auprès des collègues. Autre chose dans l'actualité, le ministre de la Justice a remis ce jeudi au premier président de la Cour suprême le rapport de l'inspection générale de l'administration de la justice. Celle-ci, saisie par la tutelle, a mené une enquête sur des faits évoqués au niveau de la Cour d'appel de Kaolack. À travers un communiqué, le garde des Sceaux précise que le premier président de la Cour suprême ne manquera pas d'y apporter un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. On se rappelle la démission du premier président de la Cour d'appel de Kaolack de l'UMS, Ousmane Kane, et les accusations de corruption de son collègue, le juge Yaya Dia. Un Sénégalais du nom de Abdoulaye Baldé a été tué par balle en Libye. La victime travaillait dans une station-service. Un meurtre xénophobe que dénonce la directrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, Nata Sambo Mbaké, au micro de Biram Ndour d'IGFM. Tout le temps parce que c'est des Sénégalais qui meurent partout. Hein. C'est difficile parce qu'il y a le contexte, je ne sais pas, je ne peux pas parler du racisme, mais il y a d'autres problèmes aussi liés à ça. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus xénophobe à l'extérieur. Et avec la crise mondiale, économique et autres, les gens pensent que si un Sénégalais réussit, parce que moi je pense, je ne sais pas ce que l'enquête va dire, mais le Sénégalais qui a été tué par sa famille, c'est un Sénégalais qui est cadre, qui a réussi ses études, qui est vraiment un rôle modèle pour sa famille. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça fait très mal au président de la République, ça nous fait très mal et les familles au-delà de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que les Sénégalais, c'est demander aux Sénégalais de faire attention. Comme le disent les Américains, watch your back. Quand vous marchez, il faut vous tourner à gauche, à droite et derrière. On ne sait jamais. Mais aussi, moi, je pense que cette montée des meurtres, il y a la xénophobie dedans. Il y a aussi le fait que les gens pensent qu'un Sénégalais qui a une très belle voiture, qui a une famille, voilà. Mais il y a aussi d'autres Sénégalais qui n'ont pas où habiter, qui pensent que l'Eldorado, c'est quitter le Sénégal. C'est pas facile. Moi, j'ai vu des Sénégalais dans des gares qui dorment dans des trains. Je me dis, si j'avais la possibilité de les mettre dans un avion, je les ramène. Sokhna Nata Sambo Mbaké, directrice du FAISE, s'exprimait en marge d'un atelier de formation des bénéficiaires du fonds. Le dernier bilan de la Covid-19 au Sénégal, établi par le ministère de la Santé, 48 personnes ont été testées positives. Il s'agit de 27 cas contacts, un cas importé et 20 issus de la transmission communautaire. Kotiari Goudiri, c'est dans la région de Tambacounda. Les jeunes de la localité réclament plus d'infrastructures, notamment des routes, mais aussi une ambulance. Ils demandent à l'entreprise de construction Areski de s'acquitter de sa responsabilité sociétale. Le reportage de Moussa Omargué et Amadou Diédhiou. La réalisation des travaux connexes par l'entreprise Areski en charge de la reconstruction de la route nationale Tambacounda-Goudiri. Réhabilitation de la route Tamba-Goudiri-Kidira concernant les aménagements connexes qui ont été donnés à d'autres communes alors que la commune de Kotiari n'y figure pas, n'en a pas bénéficié. Nous réclamons aujourd'hui la construction des caniveaux au bord du goudron et à l'intérieur de la commune. Et la clôture du terrain de football, la réfection de nos routes à l'intérieur de la commune, l'obtention aussi d'un incinérateur pour notre poste de santé, et un jardin public pour la jeunesse et aussi encore un aire de stationnement pour les gros porteurs au niveau de la commune de Kotiari. Il a interpellé Areski parce qu'un jour on était là-bas avec le maire. On a rencontré ce jour-là le directeur
des travaux, ça dont on n'a même pas eu satisfaction. En cette période de saison des pluies, les activités de arrêt-ski sont au ralenti. Le directeur est en congé et les autres responsables que nous avons joints au téléphone ne sont pas dans des dispositions leur permettant d'apporter une réponse face aux complaintes des jeunes de Kotiari qui ont brandi des pancartes pour exprimer leur ras-le-bol et n'écartent pas l'idée de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Direction le sud du pays, les accidents causés par les motos Jakarta sont nombreux dans la région de Sédhiou, emportant parfois même des vies. Au mois d'août dernier, 3 conducteurs ont perdu la vie. C'est ce qui a poussé la mairie de Djandé à encadrer une trentaine de jeunes jusqu'à l'obtention d'un permis de conduire en bonne et due forme. Le reportage sur place de Bakary Konté et Khalid Diamé. Les accidents sont monnaie courante dans la région de Sédhiou. Ils sont souvent causés par les conducteurs de moto Jakarta. Pour rappel, au mois d'août dernier, 3 jeunes à bord d'une moto Jakarta avaient trouvé la mort sur l'axe du Pakao. Tous les accidents de la circulation que vous entendez ici dans la région, c'est l'ignorance et les gens ne sont pas formés et ils ne connaissent pas. Donc c'est pour cela qu'il faut s'y mettre pour pouvoir les former. Même s'ils ne maîtrisent pas totalement le code de la route, mais quand même qu'il y ait un aperçu sur le code de la route. Réellement, la route est en train de tuer. Il y a tellement d'accidents de circulation, si on ne s'y met pas, ça va être une catastrophe. La mairie de Djandé, eux, ils sont partis loin. Ils voudraient aller jusqu'au permis de conduire. Donc là, c'est important. Pour la politique même de l'État, en fait, les gens doivent se formaliser. Les motos doivent avoir leur papier. Les conducteurs doivent avoir au moins leur permis de conduire. Parce que Sédhiou, aujourd'hui, est devenu une région. Donc, par rapport aux autres maires, ils n'ont qu'à copier sur la commune de Djandé. Le maire de Djandé, Pape Amadou Diallo, avance que cette formation est venue à son heure pour éviter les multiples accidents notés dans la zone. Mais cela va nous éviter à pas mal de problèmes, surtout de circulation, liés à la circulation. À l'issue de cette formation, il y aura moins d'accidents auxquels nous allons assister au niveau de la collectivité ou bien au niveau du département, au-delà même du département de la région. Et cela va pousser aux uns et aux autres de se dire l'exemple de la collectivité locale de Djandé est là pour aider ces jeunes qui sont là aujourd'hui et qui n'ont aucun autre travail. Ça, il faut aussi le reconnaître. Ces jeunes conducteurs de moto Jakarta saluent cette formation. Bon, cette formation, vraiment, ça nous permettra d'éviter des accidents et aussi éviter du pire parce qu'on ne sait jamais. Un accident, ça peut causer peut-être la mort, ainsi de suite, quoi. Ces bénéficiaires demandent aux autres maires de la région d'en faire autant pour que tous les conducteurs de moto Jakarta de la région soient formés, une manière de limiter les accidents. Nous en venons au sport. Le Sénégal a été choisi par la CAF, la Confédération africaine de football, pour abriter la CAN 2020 de beach soccer. Et le pays sera à la hauteur, d'après le manager général de l'équipe nationale, Ibrahim Ndiaye Chita, ajoute que c'est une opportunité pour les Lions de montrer leur suprématie en Afrique devant leur public. Nous l'écoutons avec Cheikh Sadibou Diarra. C'est un rêve qui est devenu réalité. Et moi, ça ne m'a pas du tout surpris, dans la mesure où vraiment, que ça soit au niveau de la fédération particulièrement, le président vraiment s'est battu avec corps et âme, accompagné du comité exécutif quand même, pour l'organisation quand même de la Coupe d'Afrique de beach soccer, quand ils ont entendu que l'Ouganda a désisté. C'est un lourd défi, particulièrement pour les joueurs et les encadreurs, parce que quand même, ce sera une opportunité pour prouver au peuple sénégalais ce dont nous sommes capables de refaire. Voilà, on l'a gagné 5 fois hors de nos bases. Maintenant, cette fois-ci, on doit prouver aux Sénégalais, chez nous, que nous sommes encore toujours les meilleurs. Et je crois qu'on va s'y mettre dès à présent avec les responsables de la fédération pour une très bonne préparation, quand même, pour relever les défis d'abord de l'organisation et les défis de la participation. Moi, vraiment, je dis encore une fois... Les autres actualités sportives avant de boucler, l'Assemblée générale élective de la CAF se tiendra le 12 mars 2021. Idrissa Gana Gueye du PSG, approché par Manchester United. Mais tout d'abord, l'équipe nationale U20 du Sénégal qui entre en regroupement lundi prochain avec une trentaine de joueurs. Le Round-up Sport, c'est avec Cheikh Sadibou Diarra.
L'équipe nationale U20 du Sénégal entame dans 3 jours sa préparation du tournoi de l'UFOA de la catégorie. 32 joueurs menés par l'expérimenté Ousseynou Niang sont convoqués pour un stage en régime internat à partir du 14 septembre prochain à Toubab Dialaw. Le tournoi de l'UFOA qualificatif à la prochaine CAN U20 se tient au Sénégal du 6 au 15 novembre prochain. En attendant, la Confédération africaine de football qui s'est réunie en visioconférence ce jeudi a pris plusieurs décisions. Outre la désignation du Sénégal pays hôte de la prochaine édition de la CAN de beach soccer, l'instance annonce l'Assemblée générale élective pour le 12 mars 2021 au Maroc. Ahmad et son équipe programment la prochaine CAN féminine en juillet 2022. Une édition qui n'a pas encore trouvé un pays organisateur. Tout comme la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer la même année et celle des cadets, juniors et olympiques en football prévue en 2023. Pour les compétitions interclubs de la présente saison, les demi-finales sont encore reportées. Prévues initialement ce mois, les rencontres allées du dernier carré de la Ligue des Champions vont se dérouler les 16 et 17 octobre, les retours les 23 et 24 octobre et la finale le 6 novembre. Pour la Coupe de la Confédération dans un format de Final Four en match couperé, les demi-finales vont se disputer les 19 et 20 octobre et la finale le 25 octobre au Maroc. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, va avoir finalement lieu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Sur le marché des transferts, Idrissa Gana Gueye sur le départ au Paris Saint-Germain est courtisé par Manchester United selon les confrères de Sky Sport. Un retour en Angleterre pour le Lyon, alors que l'international U17 sénégalais Ibrahima Sy va découvrir ce pays. Le milieu de terrain formé par Reims a signé un contrat de 3 saisons avec Stoke City en Championship. Le défenseur latéral hollandais de Lyon, Kenny Tete, atterrit également en Angleterre, précisément à Fulham. Alvaro Morata est lui proche d'un retour en Italie. La Juventus de Turin a transmis une offre de 50 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour recruter l'international espagnol de 27 ans. Le Real Madrid, tenté par Riyad Mahrez, les merengues désireux de trouver un remplaçant à Gareth Bale ont contacté l'entourage de l'ailier algérien de Manchester City d'après Foot Mercato. Toutefois, le Real Madrid n'a pas encore transmis une offre. Merci, cher Sadibou Diarra, et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La suite de Soir d'Info, c'est avec Ndeye Aram Touré.